C'est une parenthèse, bien sûr, c'est une parenthèse qui était importante pour moi, pour ma famille, et j'ai d'abord voulu... Il y a des vérités qu'on ne dit qu'une fois dans une vie, et ce soir, David Hallyday accepte enfin de les révéler. Sa voix se brise légèrement lorsqu'il évoque cet instant précis, celui où son beau-père, Tony Scotti, a vu en lui ce que lui-même n'osait pas regarder en face. Une intuition fulgurante, presque dérangeante. Il a vu, dit-il, avant de laisser un silence lourd, chargé de tout ce qui n'a jamais été raconté. Dans la lumière tamisée du plateau de C'est à vous, David revient sur ce soutien invisible, stratégique, presque prophétique, qui a façonné sa trajectoire bien avant qu'il ne comprenne l'ampleur de ce qui se jouait. Ce soir, il brise le secret et ouvre une page que personne n'avait encore lue. Mais comment ce jeune prodige, façonné entre Paris et Los Angeles, est-il devenu l'icône discrète mais puissante que le public admire aujourd'hui? Quel secret de son ascension Tony Scotti avait-il perçu avant tout le monde? Mais derrière cette gratitude calme, presque pudique, une question demeure, suspendue comme une ombre longue. Qu'a-t-il réellement vu en David, ce jour-là, qui a tout changé? Et pourquoi ces révélations, longtemps retenues, surgissent-elles aujourd'hui avec une telle intensité, comme si une digue intérieure venait enfin de céder? David inspire profondément, comme pour ramener à la surface des images qu'il avait enfouies, loin, très loin, dans les interstices de sa jeunesse. Car son parcours, souvent idéalisé par le public, s'est construit au bord d'un précipice invisible. Celui d'un garçon grandi dans le fracas de deux légendes, mais traversé par une solitude que personne n'imaginait. On croyait connaître l'histoire. L'enfant de Johnny, le fils de Sylvie, héritier naturel de deux patrimoines artistiques immenses. Pourtant, ce soir-là, devant les caméras, David laisse entrevoir une autre réalité, plus rugueuse, plus fragile, celle d'un adolescent ballotté entre deux continents, deux éducations, deux mondes, et un vide intérieur que la lumière des projecteurs ne comblait jamais vraiment. Lorsqu'il évoque Tony Scotti, son regard change subtilement. Il ne parle plus d'un simple beau-père, mais d'un témoin silencieux, presque d'un veilleur de nuit, qui a su percevoir les fissures, les doutes, l'urgence de trouver une voie personnelle dans un univers où tout semblait déjà écrit pour lui. Il a vu, répète-t-il, comme si ces trois mots contenaient à la fois une blessure et une délivrance. Il a vu ce que personne ne regardait assez longtemps pour comprendre. Un jeune garçon perdu dans l'ombre trop lourde du mythe Hallyday. Un artiste qui ne demandait qu'à exister autrement, sans hurler pour être entendu. Ainsi, tandis que les chroniqueurs de C'est à vous l'écoutent, on sent que chaque phrase n'est pas seulement un témoignage, mais un fil tiré depuis une mémoire délicate, celle d'un jeune David qui traversait en silence ses crises, ses colères rentrées, ses années d'incompréhension. Il raconte comment, à Los Angeles, loin des tumultes parisiens, il observait les familles autour de lui vivre des existences simples, ancrées, là où la sienne n'était qu'escapade, retour précipité, déménagement soudain, secrets murmurés derrière des portes fermées. C'est dans cet écartèlement permanent que Tony Scotti apparaît dans sa vie. Calme, méthodique, presque clinique dans sa capacité à analyser un talent, mais aussi profondément humain dans sa manière de reconnaître une fragilité qu'il avait lui-même connue dans son enfance. David se souvient d'un moment précis. Un soir de 1979, à Paris, juste avant de monter sur scène aux côtés de son père. Il n'a que 13 ans. Derrière le rideau, le public hurle déjà, impatient. On pourrait croire qu'il n'a peur de rien. Pourtant, il tremble. Je n'étais pas sûr d'être à ma place. Tout allait trop vite. Tony, lui, reste dans l'ombre, bras croisés, observant la scène. Il ne dit pas grand-chose ce soir-là, mais son regard suffira. Un regard qui dit « Tu peux le faire, mais seulement si tu le veux vraiment ». David l'avouera bien plus tard. C'est ce soir-là qu'il a compris que quelqu'un voyait l'homme derrière le nom, l'artiste derrière l'héritier. Année après année, Tony Scotti deviendra cette présence discrète mais intense, celui qui pose les jalons, structure les décisions, instaure une rigueur qui protège autant qu'elle oriente. David raconte comment, à 20 ans, au bord de renoncer à la musique après un échec cuisant qu'il n'évoque qu'à demi-mot, Tony lui a tendu un simple carnet. Écris ce que tu veux dire, pas ce qu'on attend de toi. Ce geste, presque insignifiant,
deviendra le début d'une reconstruction. Il découvrira alors que derrière chaque chanson, chaque rythme, se cachait un besoin viscéral de s'affranchir des attentes familiales. Mais dans cette confession, une part sombre demeure, la crise identitaire qu'il a traversée. David parle d'années silencieuses où il se sentait étranger partout. Trop. Hallyday pour certains. Pas assez pour d'autres, tiraillé entre une France qui le regardait comme un héritier et une Amérique où personne ne comprenait vraiment ce poids. Cette fracture intime, Tony l'a décelée avant lui-même. Il a vu la fatigue, la peur de décevoir, la tentation permanente de disparaître derrière des murs de pudeur ou de perfectionnisme. Alors, lorsqu'aujourd'hui David confesse publiquement que son beau-père a vu quelque chose en lui, ce n'est pas seulement un hommage. C'est l'aveu d'un homme qui reconnaît que sa vie artistique, et peut-être même sa survie émotionnelle, a tenu à la présence d'un seul témoin lucide dans un univers où tout vacillait. Ce soutien, qu'il décrit comme une chance, prend soudain une couleur plus grave. La chance, oui, mais la chance d'avoir été vu dans ce que l'on cache le plus, la peur d'être insuffisant, la honte de ne pas correspondre au mythe, l'envie de tout quitter. Dans le studio de C'est à vous, ce récit semble flotter dans l'air, dense, presque palpable. On sent qu'il pourrait aller plus loin, qu'il retient encore certaines pages, trop douloureuses, trop intimes. Mais la porte est entr'ouverte, et ce qu'il laisse passer suffit à bouleverser. Car au fond, ce qu'il raconte touche à quelque chose d'universel. Le moment où un être humain trouve enfin quelqu'un qui le reconnaît dans sa vérité nue, au-delà de l'image, du succès, du nom qu'il porte. Et l'on comprend alors que ce secret, longtemps tu, n'était pas seulement un détail biographique, mais un tournant silencieux, un acte fondateur qui explique tout. La force de David, sa discrétion, sa profondeur, et surtout cette manière unique d'exister en musique, comme si chaque note tentait encore de dire ce qu'il n'avait jamais osé formuler. Mais ce soutien, aussi précieux soit-il, aurait-il été suffisant face aux tempêtes intérieures qui l'attendaient? Quels étaient ces choix difficiles, ces ruptures, ces nuits de doute où même la voix de Tony ne suffisait plus à retenir le chaos? Et surtout, quelle vérité encore enfouie David s'apprête-t-il à révéler après tant d'années de silence? Mais pour comprendre ce qui s'est vraiment joué entre David et Tony Scotti, il faut revenir à la source, à ce rêve simple, presque naïf, qui précédait tout. Un adolescent enfermé dans un garage, baguette sans main, a frappé la batterie comme si chaque vibration pouvait enfin mettre de l'ordre dans son monde intérieur. Un rêve qui n'appartenait qu'à lui, loin des regards, loin du poids des héritages, loin de toute pression médiatique. Et pourtant, c'est précisément ce rêve, si fragile, qui va être bouleversé par les révélations et les décisions qui suivront. David l'admet d'un ton presque désarmant. « Quand j'étais gamin, je voulais juste jouer de la batterie dans un groupe de rock et composer pour les autres. Ça me suffisait. » On y entend la sincérité brute d'un garçon qui ne cherchait pas la lumière, qui ne voulait pas devenir le fils de, ni l'héritier d'un empire musical. Il voulait exister dans l'ombre, là où personne ne vient exiger que vous soyez plus que ce que vous êtes. Cette vérité, dite avec humilité, contraste violemment avec l'image qu'on se faisait de lui. Un jeune homme destiné à remplir des stades, à prendre la relève, à devenir peut-être malgré lui une figure publique. On imagine aisément ce doux paradoxe. Un enfant né sur une ligne de départ, déjà éclairé par des projecteurs, mais qui rêvait d'un parcours invisible. Il n'avait pas besoin d'être applaudi, seulement compris. Pas besoin d'être ovationné, seulement libre. Et cette liberté, il la trouvait derrière un set de batterie où le monde extérieur cessait d'exister. C'était là, dans le chaos rythmé des percussions, que David déposait ses blessures, ses doutes, ses colères silencieuses, tout ce que les adultes autour de lui ne savaient pas nommer. Mais le destin, lui, avançait avec une autre logique. Et Tony Scotti, ce beau-père discret à l'intuition presque inquiétante, observait cet adolescent comme un chef d'orchestre en devenir. Il a vu ce que même David refusait de voir, une puissance artistique qui, un jour, devrait sortir de l'ombre. Le contraste entre les rêves du jeune musicien et la trajectoire qui l'attendait devient ici un point de tension presque dramatique, car c'est précisément là que se joue la première rupture intérieure, la conscience que son talent pourrait un jour dépasser la place qu'il pensait occuper. David raconte comment Tony lui a un jour posé une main ferme sur l'épaule, un geste simple mais lourd de signification.
Ce n'était pas une injonction, ni un ordre. C'était l'aveu silencieux d'un homme qui croyait profondément en lui. Tu peux rester derrière, mais tu sais que tu peux faire plus. Cette phrase, dont le ton change au fil des années dans les souvenirs de David, va devenir un point de bascule. Elle fait vaciller ses certitudes. Elle ravive aussi une peur enfouie. Celle de ne pas être assez solide pour porter un nom, un projet, une scène. Car ce que l'on voit rarement, derrière les caméras, ce sont les crises intérieures qui accompagnent la construction d'un artiste. David confie qu'il a longtemps résisté à l'idée d'être exposé, non par manque d'envie, mais par instinct de protection. Il connaissait trop bien les tempêtes qui secouent les artistes visibles, l'immense vulnérabilité que représente le fait de monter sur scène, le poids des attentes, les jugements parfois cruels. Faire de la musique pour les autres, c'était simple, pur, sans danger. Mais devenir la figure centrale, accepter que les projecteurs se posent sur lui, c'était une autre guerre. Et pourtant, Tony Scotti ne renonce jamais. Il voit David composer, écrire, battre des rythmes comme on respire, sans effort apparent, et il comprend que ce talent-là mérite d'être entendu, même si son propriétaire s'en défend. Il élabore une stratégie, non pas pour fabriquer une star, mais pour protéger un potentiel fragile qui risquait de s'éteindre dans un coin sombre. Tony pose un cadre, propose une vision, dessine un itinéraire. Et peu à peu, presque malgré lui, David se laisse convaincre. Ce récit prend alors une tournure émotionnelle forte, car il montre à quel point ce passage de l'ombre à la lumière fut un choc pour le musicien. Il parle d'un moment précis, presque initiatique, où il accepte pour la première fois de se tenir seul face au public. Un premier pas qui n'a rien d'héroïque, mais tout d'un affranchissement intime. Il dit qu'il s'en souvient comme d'un vertige, les battements du cœur qui montent jusqu'aux tempes, la sensation que sa voix pourrait se briser à tout instant, et pourtant, un calme inattendu, comme si une part de lui trouvait enfin son territoire. Et dans ce passage, les mots qu'il utilisait plus tôt, chance, stratégie, aide, cadre, prennent une dimension nouvelle, plus grave, plus incarnée. On comprend qu'il ne désigne pas seulement un accompagnement familial, mais une véritable reconstruction. Tony n'a pas simplement encouragé une carrière, il a donné à David la permission d'être pleinement lui-même, d'oser s'exposer sans se perdre. Les années suivantes confirmeront cette transformation. David découvre qu'il peut écrire pour lui, mais aussi se tenir devant un micro avec la même honnêteté qu'il mettait dans ses compositions. Il réalise que la scène n'est pas un lieu où l'on se montre, mais un lieu où l'on se révèle. Et cette révélation-là devient le cœur de son aventure artistique, un chemin qu'il n'aurait peut-être jamais emprunté sans l'œil attentif de son beau-père. Ce qui frappe dans ses confidences, c'est la manière dont il décrit cette transition non comme une ascension, mais comme un arrachement. Il parle de nuits entières à douter, de journées à vouloir faire marche arrière, de périodes de silence où la pression devenait trop lourde. Ce n'est qu'avec le recul, dit-il, qu'il comprend que Tony n'a jamais cherché à le pousser vers la lumière, mais simplement à lui montrer qu'elle ne devait pas l'effrayer. Et c'est là que l'émotion atteint son sommet. David avoue que sans Tony, il ne sait pas s'il aurait eu la force d'embrasser cette vie d'artiste public. Ce sentiment, exprimé avec une pudeur qui n'appartient qu'à lui, révèle la profondeur de ce lien. Un lien fait de respect, d'intuition, d'écoute, mais aussi d'une vérité que David n'avait encore jamais partagée. Le fait qu'il n'a pas choisi la scène, mais qu'il l'a acceptée, comme on accepte une destinée qu'on a longtemps refusée. Pourtant, cette évolution, aussi forte soit-elle, n'est qu'une étape. Car derrière ce parcours construit entre ombre et lumière, se cache encore une vérité plus intime, plus secrète, une vérité que David s'apprête à livrer, et qui pourrait bien changer la perception que nous avons de sa carrière et de son histoire personnelle. Mais que contient exactement cette part encore inavouée? Et pourquoi, tant d'années après, décide-t-il enfin de l'ouvrir au grand jour? Mais ce qui frappe le plus, en relisant les mots de son autobiographie, ce n'est pas seulement la reconnaissance qu'il exprime envers Tony Scotti. C'est la lucidité désarmante avec laquelle David Hallyday accepte, enfin, de regarder son propre parcours en face, non plus comme une succession d'étapes imposées par un destin familial, mais comme un processus de renaissance, de choix, de résistance intérieure. Dans ses pages écrites 2 ans plus tôt, il parle de son beau-père comme d'un
homme providentiel, une expression qu'il prononce avec un mélange de gravité et d'apaisement, comme si ce terme résumait à lui seul des décennies de doute, de lutte, de transformation silencieuse. Car écrire son autobiographie, pour David, n'a jamais été un simple acte de mémoire. Ce fut une façon de se confronter à ce qu'il n'avait pas osé dire à voix haute, qu'il n'était pas devenu chanteur par héritage, ni par obligation symbolique, ni même par désir initial, mais par un acte d'initiation orchestré par un homme extérieur à la légende Hallyday. Tony Scotti apparaît alors comme celui qui trace une ligne, non pas pour l'y enfermer, mais pour l'amener à se découvrir. Cette distinction change tout. Elle redéfinit le récit d'une vie et éclaire d'un jour nouveau les choix qui ont jalonné sa carrière. La phrase qui résonne le plus est sans doute celle-ci. « Sans lui, j'aurais été batteur, sans aucun doute, et je m'en serais contenté. » On y sent la sincérité nue, l'aveu d'un homme qui reconnaît que son identité musicale s'est construite dans un cadre qu'il n'aurait jamais imaginé seul. Mais loin de sonner comme un regret, cette révélation possède une douceur inattendue, comme s'il disait « J'étais prêt à vivre petit, et il m'a appris à vivre pleinement. » Le mot « contenté » devient soudain le symbole de cette première vie qu'il aurait menée, tranquille, effacée, loin du tumulte. Une vie qu'il aurait acceptée par pudeur, mais qui l'aurait peut-être privé d'une partie essentielle de lui-même, sa voix. Car c'est bien là que se situe le véritable choc émotionnel. David admet que sa voix, cette voix que le public associe à des décennies de chansons, ne serait peut-être jamais née sans l'intervention de Tony. Dans un univers où tout semblait écrit d'avance, il découvre que sa trajectoire ne doit rien à la fatalité. Qu'elle est, au contraire, le fruit d'une rencontre, d'un regard posé au bon moment, d'un accompagnement aussi ferme que bienveillant. Cela donne une tonalité presque spirituelle à son récit. L'idée que certaines vies changent parce qu'une seule personne décide de vous regarder comme vous ne vous étiez jamais regardé. À mesure qu'il revisite ses souvenirs, le spectateur sent poindre quelque chose de plus grand que la simple gratitude. Une forme de réconciliation profonde. Réconciliation avec ses origines, avec ses hésitations, avec ces années où il se sentait étranger dans sa propre peau. Réconciliation aussi avec le fait d'avoir été guidé par quelqu'un d'autre, d'avoir accepté de céder une part de contrôle pour avancer. Ce que David découvre et que son autobiographie révèle avec une clarté bouleversante, c'est que la véritable liberté naît parfois dans l'acceptation de l'autre. Il décrit comment Tony Scotti lui a transmis une discipline, presque une philosophie. Se lever, travailler, structurer, répéter, oser. Rien de spectaculaire. Rien des clichés du manager de star qui pousse son poulain coûte que coûte. Non, Tony agit comme un artisan qui façonne doucement un matériau précieux, un artisan qui sait que la forme finale n'appartient qu'à celui qui doit la porter. Il enseigne à David des règles fondamentales, dit-il. Mais ces règles s'apparentent davantage à une grammaire intérieure, savoir persévérer sans se perdre, savoir s'exposer sans se diluer, savoir créer sans se brûler. Ce cheminement, tel que David le raconte, ressemble presque à une métamorphose. Au fil des pages, on le voit non pas devenir chanteur, mais se devenir. Comme si, en avançant vers la scène, il avançait également vers une version plus juste, plus apaisée de lui-même. C'est là que se déploie l'une des dimensions les plus fortes du récit. La sensation que Tony Scotti n'a pas simplement façonné une carrière, mais qu'il a ouvert un passage, une brèche par laquelle David a pu se réinventer. Il le dit sans détour. « Je n'aurais jamais été chanteur, c'est certain. » Une phrase qui, pour certains, pourrait sonner comme un renoncement à la vocation. Mais chez David, elle résonne comme une victoire intime, car accepter que sa vie aurait pu prendre une autre direction, c'est aussi reconnaître la beauté du chemin traversé, la chance d'avoir pu choisir, oui choisir, même si ce choix a longtemps été guidé. C'est la preuve que l'artiste n'a jamais voulu effacer son passé, mais qu'il a appris à lui donner un sens. Une forme de sagesse, presque de gratitude philosophique, émerge de ce constat. Dans ce chapitre de son autobiographie, David semble enfin trouver un équilibre entre ce qu'il a reçu et ce qu'il s'est approprié. Et cette dynamique, à la fois intime et universelle, devient la clé de voûte de son identité d'adulte. Savoir d'où l'on vient, comprendre ce qui nous a construit, puis tracer sa propre route. On sent qu'il a longtemps cherché cette harmonie, comme un musicien qui accorde son instrument
avant un concert important. Et aujourd'hui, il en parle avec une sérénité nouvelle, comme si la paix intérieure avait fini par s'imposer après des années d'imprécision et de contradictions. Ce passage de son livre marque aussi le début d'une acceptation profonde de sa destinée artistique. Il ne la subit plus, il la reconnaît, il l'habite. Il embrasse le rôle qu'il joue depuis des décennies, non comme un héritier, malgré lui, mais comme un homme qui a décidé, un jour, de s'avancer vers la lumière. Et cette lumière, il l'accepte désormais sans crainte, car elle ne le définit plus, elle l'accompagne, simplement. Ce qui émeut chez David, c'est cette capacité nouvelle à regarder son histoire, non plus avec le regard inquiet de l'enfant qu'il a été, mais avec la tendresse d'un adulte qui comprend enfin. Tony Scotti ne lui a pas pris la main pour le diriger, mais pour l'aider à marcher autrement. Et dans ce geste, il y a quelque chose d'infiniment humain, quelque chose qui touche tous ceux qui, un jour, se sont sentis perdus avant de rencontrer quelqu'un qui les a doucement remis debout. Ainsi, à mesure que son récit se déroule, une vérité se dessine. David Hallyday n'a pas seulement appris à devenir artiste, il a appris à devenir lui-même. Une naissance tardive, peut-être, mais d'autant plus précieuse qu'elle lui a permis de se libérer de ce qui l'entravait et de trouver sa propre respiration dans un monde qui ne cessait de lui en imposer. Et pourtant, même après cette renaissance assumée, il reste une question essentielle, suspendue entre passé et présent, entre filiation et liberté. Quelle part de son histoire reste encore à dévoiler ? Et qu'est-ce que cette vérité ultime, longtemps gardée sous silence, pourrait encore changer dans la perception que le public a de lui ? Et lorsque David Hallyday referme ce chapitre de sa vie, quelque chose en lui semble enfin s'apaiser. Comme si, après tant d'années à avancer entre ombre et lumière, il trouvait l'endroit exact où poser sa voix, sa vérité, son histoire. Non pas celle que l'on a souvent projetée sur lui, mais celle qu'il a choisi de raconter, avec pudeur, avec franchise et avec une profondeur nouvelle. On sent que ce récit n'est pas une justification, encore moins une revendication. C'est une forme de reconnaissance intime, un geste presque silencieux adressé à celui qui a été son repère discret, son guide patient, son tisseur de destin. Et dans ce geste, tout se condense. L'enfance dispersée, le rêve de batterie, les crises étouffées, les années de construction, les doutes, les révoltes, les renaissances successives. Tout converge vers un même point, celui où l'on accepte enfin de devenir le résultat de ses propres choix, même lorsque ces choix sont nés d'une rencontre qui nous dépasse. Telle est peut-être la leçon la plus profonde que David laisse transparaître. On ne devient pas soi-même contre les autres, mais grâce à eux. Grâce à ces présences qui nous voient lorsque nous ne nous regardons plus, à ces mains qui nous soutiennent sans jamais nous posséder, à ces voix tranquilles qui nous rappellent que nos forces sont là, déjà, prêtes à s'ouvrir. En évoquant son beau-père avec cette tendresse grave, David semble aussi se réconcilier avec l'idée de son propre chemin. Il ne renie pas ce qu'il aurait pu être, le batteur discret, le compositeur de l'ombre, l'artisan caché, mais il embrasse ce qu'il est devenu, un artiste qui a trouvé le courage de s'exposer, de chanter, de se tenir debout devant un public, non pas pour faire comme, mais pour dire quelque chose, pour écrire sa vie en sons, en mots, en fragilités assumées. Il apparaît alors dans toute sa dimension humaine. Un homme qui a appris, parfois dans la douleur, que la vie ne se structure pas autour de certitudes, mais autour de rencontres. Que l'on porte tous en soi des chemins parallèles, et que parfois, une seule personne suffit pour nous faire quitter celui qui nous rassurait, pour celui qui nous révèle. Tony Scotti fut cette personne-là. Non pas une figure imposée, mais un compagnon de route. Un miroir juste, un ancrage. À écouter David, on comprend que ce type de présence est rare, et que lorsqu'elle existe, elle change tout. Elle fait taire les peurs, elle redonne une direction, elle offre un horizon. Ce qu'il raconte, au fond, n'a rien d'un récit de star. C'est une histoire profondément humaine, celle d'un homme qui a appris qu'on ne se construit jamais seul. Il nous rappelle délicatement que la gratitude n'est pas un devoir, mais un équilibre, une manière d'habiter le monde avec plus de douceur. Et peut-être est-ce cela qui touche tant le public aujourd'hui ? La sensation d'entendre un artiste qui ne se dissimule plus derrière son héritage, mais qui assume sa vulnérabilité, ses hésitations, ses renaissances. Un homme qui comprend enfin la valeur d'un chemin tracé à deux.
et qui, loin de glorifier sa réussite, met en lumière la présence de celui qui l'a aidé à tenir debout. Dans un murmure, presque comme une confidence finale, son récit nous invite à réfléchir à nos propres histoires, à ces voix qui nous ont guidés, à ces regards qui nous ont offert une direction quand nous n'en avions plus, à ces personnes dont la présence a transformé silencieusement notre vie. Car nous avons tous, quelque part, un Tony Scotti, quelqu'un qui a vu en nous plus que nous ne pouvions imaginer. Et si l'on retient quelque chose de ce témoignage, c'est peut-être ceci. Grandir, ce n'est pas s'éloigner de ceux qui nous ont aidés à avancer, mais apprendre à marcher en portant leur présence en soi. David Hallyday en est aujourd'hui la preuve apaisée. Sa voix, son art, sa trajectoire racontent la même chose, que l'on peut se réinventer, se reconstruire, se libérer, sans renier les mains qui nous ont guidés. Alors si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti dans les mots de David un écho à votre propre vie, n'hésitez pas à le partager. Laissez un commentaire, racontez votre personne clé, celle qui vous a aidé à vous trouver. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits intimes, d'autres chemins humains, d'autres voix qui, comme celle de David, nous rappellent que derrière chaque artiste, chaque parcours, chaque être, se cache une histoire de cœur. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté. Et si ce moment vous a apporté quelque chose, même infime, pensez à liker, à vous abonner, ou simplement à laisser une pensée en dessous. Parce que les histoires qui nous rassemblent méritent de continuer à vivre.